quelles actions pour quels résultats territoriaux? Et vous l'avez compris, après 2023, après 5 ans, on est sur maintenant 10 ans. J'aimerais commencer par vous, donc Marie Guévenoux, première questeur de l'Assemblée nationale. Alors, femme qui connaît bien, alors aussi donc, élue de l'Essonne, Ris-Orangis, travaille. Alors vous n'êtes pas évidemment directement en bout de piste, vous n'êtes pas à Villeneuve-Saint-Georges, etc. Donc, bon, et vous êtes quand même concerné bien évidemment par les nuisances. Moi, j'ai presque envie de vous dire alors je sais bien que la législature sera plus courte que les 10 ans, mais quels résultats peuvent être affichés, on va dire, en fin de législature? Donc, qu'est-ce que l'on peut espérer donc, à 10 ans, donc avec cette nouvelle temporalité qui nous anime à présent dans cette troisième table ronde? Merci Denis, bonjour à tous. Merci au président Leblanc de son accueil pour nous permettre de pouvoir avoir cet échange avec du coup, des acteurs très, très divers, ce qui rend l'échange particulièrement fructueux. Alors, Denis, vous l'avez rappelé, moi je ne suis pas une députée qui est une circonscription qui est en bout de piste. Mais pas dans le dur, quoi, voilà. Voilà, je ne suis pas dans le dur, effectivement. Mais cela étant, sur mon secteur, on a un certain nombre de communes qui sont survolées avec des difficultés liées à la fois au couvre-feu, comme ça a été évoqué tout à l'heure, liées au respect de trajectoire. Je ne suis pas la seule dans cette salle, je vois un certain nombre d'élus, notamment mon collègue Robert Ménard, qui est là, j'en profite pour saluer. Moi, sur la petite expérience qui est la mienne, donc celle d'une députée élue en 2017, je crois que d'abord ce qui est important, c'est de rétablir de la confiance sur ce sujet. Ça a déjà été dit par les intervenants précédents, qui sont dans la salle ou qui soient sur cette table ronde. On a aujourd'hui, on a des riverains qui sont excédés, probablement encore plus quand ils sont en bout de piste, mais ils peuvent aussi l'être quand ils sont survolés, qu'ils ont le sentiment que des règles ne sont pas respectées. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important de faire en sorte que ça puisse être le cas. Mais on a aussi, j'en profite pour le dire, des associations de riverains, parfois moi c'est mon cas dans ma circonscription, de commandants de bord à la retraite, qui prennent un peu les choses à bras-le-corps, avec des élus locaux très investis, qui essaient de trouver au fond différentes pistes d'amélioration sans s'opposer au secteur aérien. Je pense que c'est aussi important de se dire, moi j'essaie de tenir ce discours-là dans mon territoire, qu'un aéroport et le secteur aérien, ça comporte un certain nombre de nuisances, et donc il faut que les professionnels du secteur fassent des efforts, que les pouvoirs publics les accompagnent, et ça, je pense qu'il y a un certain nombre de choses aussi qui sont faites là-dessus, je pourrais y revenir, mais il faut aussi, nous, qu'on réalise la chance que c'est d'avoir un aéroport. Moi, je le dis très clairement, dans mon secteur, sur ma circonscription, c'est probablement le secteur aérien, ADP, les compagnies aériennes basées sur Orly, probablement le premier employeur de ma circonscription, employeur privé. Voilà. Donc ça aussi, c'est quand même un point positif pour les territoires. Il faut aussi rappeler ça. C'est pas uniquement une sondage, je tiens beaucoup à ça. Je c'est pas forcément très populaire, mais je le dis quand même, et je pense que c'est important et responsable de le dire. Nous, on a un travail d'association, encore une fois, de riverains, qui travaillent par exemple sur, justement, sans remettre en cause le secteur, sur des techniques de pilotage. Donc je pense, vous avez dû, on en a parlé tout à l'heure, sur la prise d'altitude, sur un certain nombre de techniques, et là-dessus, le gouvernement de la majorité précédente, qui se trouve être la même, mais c'était sous la législature précédente, a mis en place le groupe OptiBruit, qui permet justement de tester cette prise d'altitude d'avoir lancé cette expérimentation. Moi, je trouve que ça, c'est le type de signaux, quand ils sont envoyés aux élus et aux riverains, quand on leur dit, écoutez, cette expérimentation, cette idée qui vient du terrain, on va la mettre en place, on va l'expertiser avec des compagnies aériennes, avec le soutien de la DGAC, ça, c'est des choses qui sont de nature à faire avancer les choses. Mais Damien Cazet le disait, il y a aussi une appréhension du temps qui fait que c'est quand même très très long, quoi. Donc je pense que ça, ce vers quoi on doit tous s'employer, c'est quand même essayer de gagner un maximum de temps dans la réalisation des projets que l'on fait, qu'on met en œuvre. Donc voilà, alors, à court terme, moi j'aimerais bien qu'on puisse aboutir sur OptiBruit, je crois qu'on est en train de le faire. Il y a aussi toute la réflexion sur la descente continue, donc, qui là aussi doit pouvoir nous permettre de gagner en nuisance sonore. Moi c'est ça. Et puis,
qui me semble important. Et puis, je crois que là aussi, les parlementaires doivent pouvoir aussi aider un acteur comme la CNUSA à faire en sorte d'avoir les moyens de donner, j'en parlais avec Gilles Leblanc avant les fêtes, les sanctions de la CNUSA, elles arrivent parfois bien tardivement. Et donc, ça ne permet pas forcément aux compagnies aériennes, même si elles sont de bonne foi, de savoir même qu'elles ont en fait enfreint un certain nombre de règles. Donc, entre guillemets, une justice à la fois plus rapide, plus efficiente et plus de prévention aussi. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc ça, c'est sur le court terme, pour répondre à votre question, Denis. Après, je crois que, puisque la table ronde est 10 ans, 10 ans je crois qu'on s'honorerait aussi de soutenir l'innovation, oui. voilà, la recherche. Et ça, je pense qu'on le fait, mais il faut probablement peut-être pousser les efforts. J'ai entendu tout à l'heure en effet parler de mécanismes d'incitation fiscale, que ce soit peut-être pour pousser plus cette filière du biocarburant aérien. Donc ça, c'est une piste qu'il faut qu'on explore avec le gouvernement et avec mes collègues parlementaires, pour voir un peu quel état d'esprit on situe. La filière de l'aérien électrique aussi, et puis enfin le changement de flotte, comment on peut là aussi être... en ce moment, on est dans quelqu'un parlait des taxes tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut un mécanisme plus incitatif pour faire le changement de flotte. Alors justement, est-ce que le législateur est capable de s'emparer de tout ça? Alors je vais pas dire que la contrainte, c'est la carotte et le bâton, on le sait, comment on fonctionne plus ou moins les uns les autres. Heureusement, il y a d'autres choses qui sont très positives, il y a l'exemplarité, il y a toute la recherche, voilà, donc il n'y a pas que la carotte et le bâton. Mais est-ce que quand même, vous pensez que le législateur doit être plus contraignant sur ces sujets-là quand même, ou bien ça va se décider un peu tout ça? Il se trouve que tout à l'heure j'avais un rendez-vous où j'évoquais ces questions en disant est-ce que finalement on ne peut pas contraindre des compagnies aériennes qui ne remplaceraient pas leur flotte, qui ne changeraient pas d'appareil, etc. Et la réponse qui m'a été faite, c'est si on fait de la contrainte aux compagnies aériennes pour changer les avions, faites attention que cette contrainte, elle soit bien à un niveau européen. Parce que si vous la faites qu'au niveau français, ceux que vous allez contraindre en réalité, c'est les compagnies aériennes françaises. Donc, voilà. Donc moi je pense qu'il faut potentiellement avoir de la contrainte, et même forte, mais je ne suis pas pour pénaliser les acteurs français. Enfin, c'est la limite, et c'est ça l'équilibre que l'on doit trouver. Anne Rigail sera d'accord avec nous donc, par rapport à ce sujet-là, donc j'imagine un petit peu. Jérémy Caussade, alors ça c'est tout à fait intéressant, président de Aura Aéro. Allez, on va partir du côté de Toulouse. Avec vous, alors, un jeune garçon qui a commencé dans le planeur, voilà, et il adorait ça. Vous adorez ça, je vois que le vol c'est votre affaire. Start-up toulousaine, août 2018, 5 salariés. En janvier 2020, ils sont 200. Votre affaire, c'est la décarbonation donc, de l'aérien. Alors, on ne va pas forcément remplacer, vous n'êtes pas un concurrent directement d'Airbus, soyons très clairs. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous visez? Et qu'est-ce qui vous obsède de façon très très positive? Merci pour la possibilité de m'exprimer, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Moi comme un certain nombre d'autres en France en particulier, on était formés en tant qu'ingénieurs à trouver des solutions à des problèmes. Il se trouve que le problème il est quand même assez clair. Il y a le rapport du GIEC, ou n'importe quel autre rapport pour voir un peu l'ampleur du sujet. Et dans le même temps, je viens de l'aérien, notamment Airbus, et je ne vois pas de contradiction à travailler sur la suite, tout en étant assez fier malgré tout du présent. En fait, on a une révolution industrielle face à nous, ça c'est très clair. On peut enfoncer une porte ouverte que le dire, mais j'insiste, c'est une révolution industrielle. C'est-à-dire, en gros, on doit repenser tous les avions qu'on va devoir développer et mettre sur le marché dans les années et dizaines d'années à venir pour être en gros compatibles des trajectoires climatiques. Ça paraît un peu bête de le dire comme ça, mais en fait c'est ça, sur la modification tout en haut dans les spécifications des avions qu'on doit concevoir pour des usages, pour les opérateurs. Et la réalité c'est que ça change énormément de choses. Parallèlement à ça, on est quand même, nous on est basé à Toulouse-Francazal, qui est la première base aérienne française, mais on est surtout à 10 km de l'endroit où Clément Ader a fait son premier vol. La première aérogare d'affaires, c'est Francazal, qui est à 15 km. Et puis le premier vol de
la 300, Concorde, 380, c'était Blagnac qui... Vous êtes bien perfusé à ça et c'est bien sûr. On c'est a homogène, mais c'est on normal. a un peu tendance à aimer se faire mal en France et à un peu oublier que quand même c'est quand même une chance immense. On est très bon là. Voilà, et le fait qu'il y ait un Airbus, un ATR, un DAER, c'est une chance et c'est pas arrivé, c'est pas tombé du ciel. Donc une fois qu'on a dit ça, finalement le principe de formation qu'on a pu avoir et ce qu'on a fait chez Aura, mais d'autres le font aussi, même si on n'est pas assez nombreux, c'est d'arrêter de parler et de commencer à bosser. Donc vous travaillez sur des avions bas carbone. Alors là, effectivement, on essaie d'avoir la trajectoire, donc 2000, on va dire 2050. Ça concerne, je sais pas, des avions de combien de places? Qu'est-ce que vous essayez de viser comme créneau, on va dire? Alors, en gros, l'objectif de la Commission européenne qui a été nommé, c'est net zéro en 2050. Donc, en gros, ça fait un petit peu, on va dire, un objectif, et essayer de s'aligner à cet objectif-là. Et en fait, finalement, on n'a pas 50 ingrédients pour arriver à faire ça. En gros, on a les SAF, ça a déjà été évoqué, on a l'électricité et l'hydrogène, et on n'a rien d'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ça, on pense raisonnablement que si on fait le travail nécessaire, on peut arriver à répondre aux enjeux indépendamment de la diminution ou pas des heures de vol mondiales. Ça, c'est pas à moi en tant que constructeur d'avions d'en juger. En tout état de cause, oui, il faut aller vers des avions bas carbone et ensuite aller vers des avions net zéro. Développer en avion, c'est à peu près 10 ans. Entre 6 et 10 ans, en gros, on est sur les mêmes thématiques. Construire un avion qui soit thermique, électrique, nucléaire, peu importe. On doit rentrer à peu près dans les mêmes contraintes réglementaires de respect des réglementations et de certification. Et donc on doit faire quelque chose qui n'est pas extrêmement populaire pour des sociétés d'innovation en France, c'est qu'on doit finalement industrialiser des technologies de rupture. L'impact, on ne va pas l'avoir dans une société savante qui fait voler un proto qui permet de montrer qu'on peut voler en électrique. Ça, c'est le travail des explorateurs, c'est le travail d'un Solar Impulse en son temps, c'est le travail des innovateurs. Et nous, on ne s'est pas positionné comme ça parce qu'on n'est pas très fort pour la partie innovante, enfin, pas chez nous, chez Aura. Nous, on s'attaquait à une autre partie du travail qui est comment on transforme des briques innovantes en un produit que les opérateurs, les compagnies aériennes vont pouvoir acheter, vont pouvoir opérer, qui répond aux enjeux. Alors, donc l'idée, c'est quand même des avions autour de 20 places, 19-20 places. Donc avions bas carbone, qui vont relier, alors ça peut être quoi? Ça peut être chez nous, c'est l'interrégional, mais ça peut être aussi d'une île à une autre île. Oui, l'avion sert quand même beaucoup à relier les hommes, et donc en fait, nous on l'a pris par la base. Plus l'avion a besoin de stocker l'énergie en petite quantité, plus c'est facile d'aller vers du bas carbone et ou du net zéro. Un exemple, on a un biplace qui fait partie de notre gamme, un avion de formation. Cet avion de formation, cette année, on va faire rouler une version électrique qui sert à deux choses assez limitées, mais il faut commencer par là. Ça sert à remorquer des planeurs en restant dans le vue du terrain, et ça sert aussi à faire des formations de pilotes sur un certain nombre de mécanismes, notamment UPRT, bref, un certain nombre de parties de la formation des pilotes qui peuvent se faire en vue du terrain. Donc en fait, c'est des applicatifs qui correspondent à une autonomie assez limitée, mais qui peut se faire avec deux avantages énormes. Un, il est zéro émission en vol, c'est un avion tout électrique pour le biplace, et deux, il diminue massivement les émissions sonores. La propulsion électrique, la mobilité électrique a déjà démontré dans d'autres secteurs, mais elle montre aussi dans l'aérien, que c'est un vecteur de diminution assez massive des émissions sonores en particulier, mais également des émissions, vu qu'on n'a pas de combustion interne et que c'est un moteur électrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets à regarder. En tout cas, au regard de la thématique d'aujourd'hui, ça fait quand même partie des éléments technologiques forts qui amènent des éléments de solution. Alors là, vous en êtes où? C'est-à-dire que vous pouvez espérer donc, que cette affaire-là, on va dire peut-être la commercialiser, je ne sais pas dans combien de temps, 10 ans, là, maintenant, 12 ans? Pour le biplace, il va nous falloir encore probablement 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans maximum pour le mettre sur le marché, donc c'est assez court terme. Mais à côté de ça, on a aussi fait le choix de travailler sur un avion régional parce que le plan est assez simple, il faut faire des avions de plus en plus propres et de plus en plus gros. Et en fait, on va se balader comme ça, étant entendu qu'il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est aussi la donnée de la distance à parcourir. Oui. On entend beaucoup les sujets, oui, en dessous de 1h30, 2h, 3h, il faudra interdire l'avion. Il y a quand même un léger petit problème à ça, c'est que oui, quand il y a une ligne de train qui est en dessous, probablement qu'on prendra le train. Donc quand je travaille chez Airbus Hélicoptère, je prendrai le train pour aller à Paris. Si vous allez d'un fjord à un autre, ou d'une île Marquise et l'autre île Marquise, ça ne sera pas le cas. Hein. Ben voilà, il y a beaucoup d'endroits dans le monde dans lesquels l'avion il a énormément de sens parce qu'en fait il n'y a rien d'autre. Quand il faut faire une évacuation sanitaire, on se retrouve en Polynésie française pendant le confinement avec les avions qui sont par terre. Quand il y a une évacuation sanitaire à faire parce qu'il y a une grossesse qui se passe mal, on fait quoi?
Ouais. On discute vraiment de l'avantage comparé de prendre la pirogue ou de prendre un avion. Et Jacques Brel en a fait beaucoup de ça. Voilà. Ah ouais, il a beaucoup Donc le sujet en fait assez simple, c'est que sur ces avions-là, le 19 places est un avion qui à la fois va pas très vite, qui va pas très haut, qui ne transporte pas beaucoup de personnes, qui correspond à une limite de réglementation, même peu importe. On peut le faire maintenant, et ça préfigure ce que certaines choses pourront être faites sur des avions plus gros. Ou pas. Ça dépend de l'avion et de l'usage. En tout état de cause, il y a une dynamique quand même à la fois de politique publique française qui est assez en faveur de l'innovation et de l'émergence de start-up industrielles comme la nôtre, et c'est à noter, c'est important. Deuxièmement, il commence à y avoir une vraie dynamique autour de la Commission européenne pour aller dans ce sens-là et finalement utiliser le mécanisme législatif pour favoriser justement l'émergence de la transition et pas simplement taper dessus. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a deux quand même très mauvais acteurs dans lesquels il va falloir que quelque chose soit fait. Un, la finance ne finance pas. Et il faut être clair, hein. Le public soutient, mais c'est en général du 1 pour 1. Il n'existe par exemple en France aucun fonds d'investissement industriel qui peut investir sur nos sujets. Alors on a le choix de faire venir des Chinois, ça serait facile. On n'a pas choisi cette facilité-là, mais ça c'est une réalité. Et deuxièmement, après, il faut simplement nous laisser travailler. Et favoriser ces initiatives. Et ça, de ce point de vue, on est parmi la meilleure place mondiale pour le faire à Toulouse, mais en France de façon générale. Et dernière chose à ajouter quand même important, contrairement à maintenant, un certain nombre d'éléments liés à la mobilité décarbonée nous permettraient aussi de produire le carburant qu'on va utiliser dans nos avions. Et c'est quand même pas rien en termes d'avantages stratégiques. On parle beaucoup de souveraineté. Voilà, le fait de pouvoir utiliser des carburants qu'on produit, c'est quand même mieux. Et ça va dans la bonne direction. Et en fait, finalement, on travaille à peu près tous ensemble, main dans la main, que ce soit avec Airbus, avec Daher, avec les autres acteurs. Ça aussi, c'est assez nouveau, hein, et également avec les compagnies aériennes qui vont du coup recevoir ces nouveaux avions, soit l'avion hybride 19 places qu'on a ou les autres avions de nos amis, parce qu'il faut qu'on travaille ensemble pour que ça corresponde à un avion qui rapporte de l'argent. On avait besoin de quelqu'un aussi d'enthousiaste, comme nos amis précédemment, hein, aussi, est présent, donc cette table, mais là c'est vraiment bien, parce que ça nous envoie quand même effectivement à 10 ans. Ça ouvre des perspectives. Il faut aller chercher le désir. Hein. On est des animaux de désir les uns et les autres. Voilà, donc ça marche comme ça aussi. Et donc, non, mais c'est bien. Genre, là, pour le coup, là aussi, je pourrais dire Clément Ader serait bien content là aussi de vous entendre. Vous êtes dans la suite. Vous êtes absolument dans la lignée. On est parti au départ, évidemment, des chauves-souris. Hein. C'est Léonard de Vinci, d'ailleurs, des premiers, qui effectivement s'est dit les premiers vol de chauve-souris. Et là, maintenant, on est sur une autre, vraiment sur une très belle rupture. Ce qui faisait beaucoup plaisir à Franck Colnadel, président du directoire de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, homme de l'aviation déjà depuis un certain temps, et donc maintenant qui se retrouve donc à Nice-Côte d'Azur. Alors là c'est intéressant aussi parce que vous vous êtes dit, un peu aussi comme Orly, vous avez envie d'être le laboratoire de demain. Bon, donc là, ça nous intéresse bien. On se projette donc à 10 ans. C'est quoi l'engagement? Vous essayez de viser vous aussi une neutralité carbone sans compensation. Attention, c'est très important parce que les indulgences modernes, il faut faire attention, ce qu'on appelle les compensations. D'ici quoi? D'ici 2030, on essaye? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Denis pour me permettre de parler effectivement d'un enjeu stratégique pour les aéroports, et merci à Gilles Leblanc et à son équipe de nous avoir invités à participer à ce colloque. Effectivement, on peut voir un aéroport et l'ensemble des acteurs de l'aéronautique comme la bouteille à moitié vide, à savoir un écosystème qui ne pense pas à l'avenir. Moi, je préfère le voir à moitié plein, pour ne pas dire en 3/4 plein, en disant on se force collectivement à trouver des solutions pour décarboner et améliorer notre secteur pour répondre aux enjeux de notre planète, mais aussi aux enjeux de nos clients communs, qui est ce besoin de mobilité qui nous a tant fait défaut pendant la crise Covid et qu'on aime retrouver quand même malgré tout. Et donc, pour les aéroports de la Côte d'Azur, on a pris l'engagement il y a déjà plusieurs mois, pas dire années, de réduire nos émissions, d'être neutre carbone à horizon 2030 et peut-être même avant. Et on sait que c'est possible, sans compensation. On a déjà réduit nos émissions Scope 1 et Scope 2, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que pour toute entreprise et tout acteur ici présent, c'est bien connu. Maintenant, on mesure ces émissions de CO2, on sait ce que ça veut dire, et on sait qu'une infrastructure qui reçoit des passagers, des clients, elle émet, parce qu'elle produit du chaud, du froid, et donc on fait en sorte de transformer nos sites de production. Je donne juste un exemple. On a 2 terminaux, terminal 1 de l'aéroport de Nice,
Jusqu'à présent, pour produire le chaud et le froid, c'était par un système à partir de gaz. Eh bien, on a utilisé en lien avec la métropole, puisqu'on est un aéroport aussi de centre-ville, de métropole, on utilise les eaux usées de la métropole pour la transformer en chaud et en froid pour le terminal. Ce qui fait que c'est une neutralité facile, entre guillemets, à acquérir, puisqu'on arrête nos centrales à gaz pour les transformer par la transformation d'une énergie fatale qui existe déjà, c'est la chaleur qui est contenue dans les eaux usées de la métropole. Donc, tout ça fait que, si on regarde sur les 7 dernières années, on a réduit de 85% nos émissions par plein d'actions plus ou moins faciles, mais comme toujours, dans la règle des 80-20, c'est les 20 derniers qui sont les plus compliqués, et il nous reste maintenant 15% à essayer de tenir. Donc on va continuer, on a un plan d'action qui est précis, chiffré, avec des délais, et on a pris l'engagement pour nos 3 aéroports, parce qu'on gère Nice, Cannes et Saint-Tropez, d'atteindre cette neutralité sans compensation. Alors on sait qu'il y a Même si le trafic se développe. Ça c'est pour notre propre scope. Le scope 1 et 2, c'est nos propres émissions à nous. On sait très bien, et c'est une discussion qu'on a à chaque échange avec nos riverains, c'est de dire oui, vous êtes gentil, vous émettez, mais on sait très bien que celui qui émet le plus, c'est l'avion. Et vous ne tenez pas compte de ça. Et bien si on tient compte de ça, on travaille avec nos compagnies aériennes qui n'ont pas attendu de travailler avec l'aéroport pour avancer, mais je veux dire, on met en commun nos actions et on a pris l'engagement de réduire nos émissions de CO2 en intégrant les émissions des avions et de tout l'écosystème sur l'aéroport, et ce, peu importe le niveau de trafic, dont on sait, comme ça a été dit tout à l'heure, que de toute façon, le besoin de voyage va augmenter, et donc il faut absolument qu'on réduise nos émissions, et on a pris cet engagement, et on sait qu'on va le tenir. Et alors par rapport donc, aux avions qui atterrissent chez vous, est-ce qu'il y en a qui seront blacklistés? Parce que bon, vous êtes sur une destination royale, c'est-à-dire que tout le monde veut aller à Nice. Bon. Après, il y a la trajectoire, c'est pas très simple d'atterrir à Nice, d'après ce que j'ai compris, je préfère faire des bicyclettes autour de chez vous. Mais qu'est-ce que l'on... voilà, c'est-à-dire que pour vous, vous allez pouvoir contraindre, quoi, dire non, vous êtes gentil, mais telle compagnie, ou tel avion de telle compagnie, j'en veux pas ou... Non, alors d'abord, je pense qu'il faut redire la réalité des choses. Ouais. Il n'y a pas que des touristes qui veulent venir à Nice. Je veux dire que mon rôle en tant que gestionnaire d'aéroport de la plateforme de Nice, c'est de permettre aux Azuréens d'être connectés avec le monde. Et d'ailleurs, on c'est a des un entreprises, très bon rapport avec le territoire, avec la région. et on a un très bon rapport avec une collectivité oui. territoriale qui est assez complexe dans sa nature, mais avec qui on avance bien, et on a, je dirais par définition, une convergence de vues, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas développement et développement durable. Par contre, ils nous demandent, et c'est leur rôle, d'être particulièrement vigilants et être moteurs dans toutes les actions qui visent à réduire. Et donc, vous l'avez vu dans toutes les tables rondes qui sont précédées, tous les acteurs, transporteurs, compagnies aériennes ou associations de compagnies aériennes qui l'ont dit, tout le monde s'est engagé dans une réduction des émissions parce que ça va de pair avec une réduction des coûts de fonctionnement, de l'économie générale du secteur. Et donc, simplement, sur un aéroport, il faut qu'on mette en cohérence, en résonance, les actions. Alors, ça a été dit lors de la première table ronde avec Justine Coutard sur Orly, avec les compagnies aériennes, comment on arrive à réduire les émissions au sol. Alors, tout à l'heure, on parlait des branchements électriques. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous voyez le dialogue qu'il y a aujourd'hui entre certains acteurs publics et les ports et les transporteurs de navires, sur lequel on se pose la question de brancher pour éviter que les moteurs des navires continuent de polluer pendant leur escale. Ouais. Enfin, je veux dire, ayons au moins le courage de dire que dans l'aérien, c'est quelque chose qui est fortement du passé. Alors oui, on a encore beaucoup de choses peut-être à faire, mais sur ce sujet-là du branchement électrique des avions, c'est devenu d'une logique implacable, de toute façon, économiquement d'ici 2025, les postes au contact. Et on a mis en place, sous d'ailleurs les remarques de la CNUSA, et avec la DGAC, un arrêté sur l'utilisation des appuis dont vous parliez à la table ronde précédente, qui fait qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes, les aéroports ont en engagement d'utiliser ces branchements. Qui plus est sur un aéroport où 100% de l'énergie électrique est une énergie verte. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on mette en résonance les plans d'action des compagnies aériennes, des assistants en escale et des aéroports pour être crédibles vis-à-vis de nos riverains sur le fait de dire oui, on a eu des plans d'action majeurs pour réduire les émissions sonores. C'était attendu par nos riverains et il faut qu'on fasse. Mais aujourd'hui, ça n'est pas suffisant.
il faut qu'on réduise nos émissions de polluants, de CO2, mais aussi de particules fines. Et c'est toutes ces actions-là que l'on fait en cohérence et j'ai envie de dire collégialement avec tous les acteurs pour permettre de réduire nos émissions communes. C'est un enjeu pour l'ensemble des acteurs. Et comme ça va de soi, parce que c'est logique pour tout le monde, c'est plus facile de s'engager collectivement sur le sujet. Votre truc, c'est quand même d'associer les acteurs, c'est ce que l'on entend, au maximum. Je pense comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, enfin, je veux dire qu'il n'y a plus aujourd'hui aucun acteur qui ne se sent pas investi pour une raison simple. D'abord, on est tous des citoyens, alors on peut être d'accord ou pas d'accord sur, parents, des grands-parents, sur nos activités respectives, et on a à Nice, comme à Paris ou comme ailleurs, des discussions parfois engagées, pas rudes, avec nos riverains, mais on est tous engagés dans une volonté de nous améliorer. Alors peut-être pas au rythme suffisant pour les uns ou pour les autres, mais en tout cas on s'y engage. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs du transport aérien se sont engagés dans ce domaine-là. Il nous a peut-être fait défaut collectivement, il y a 5 ou 10 ans, de cette étincelle d'innovation dont parlait Jérémy tout à l'heure, mais le secteur de l'aérien a toujours été un secteur d'innovation. Et je pense que ces questions fortes liées à l'environnement ont poussé l'ensemble des acteurs, constructeurs, compagnies aériennes, assistants en escale, aéroports, tous les acteurs à relancer cette mécanique d'innovation. Et je veux dire que moi, je suis très content d'être un petit coordinateur au sein d'une plateforme aéroportuaire. Je ne sens ni frein, ni volonté de bloquer de la part des acteurs. Oui. Je pense que chacun essaye de rechercher une amélioration continue parce qu'ils savent que si on n'arrive pas à trouver collectivement une solution, on va vers des problèmes. Bien sûr. Merci à vous, Franck Goldanel. À ce stade un peu de la conversation, voilà, donc Geneviève Laferrère, donc pilote du réseau Territoire et Mobilité Durable de FNE, donc France Nature Environnement. Alors, vous pouvez intervenir aussi comme électron libre, il n'y a aucun problème. Donc c'est le principe de ces tables rondes, donc je vous en prie. Oui, bah, j'ai l'impression qu'à Nice, tout va bien. Tout est bien dans le meilleur des mondes. C'est pas le pire, c'est sûr. Voilà. Je n'en doute pas, je ne mets pas en cause le témoignage du directeur de l'aéroport. Pour autant, si je ramène ça de manière un peu plus globale, je crois que même si individuellement chacun a pris la mesure des enjeux, je ne crois pas qu'on soit aussi près d'avoir trouvé des solutions, que ce soit au niveau des territoires ou que ce soit au niveau vraiment de la satisfaction et des riverains. Et je dirais même, bon, il y a deux types de populations dont on ne parle pas. Il y a les riverains et puis il y a tous ceux qui travaillent sur la base. Alors moi, au sein de France Nature Environnement, je suis moins sur la notion de bruit, mais aussi beaucoup sur les enjeux, pollution, émissions de NOx, de tout ce qu'on veut. Donc je dirais qu'à la fois, il y a tous les usagers de l'aéroport qui viennent sur l'aéroport, dont on n'a pas parlé, et ça c'est des émissions importantes, et je trouve que ça fait aussi partie de la réflexion qu'on doit mener. C'est comment on y vient, comment on en repart, et là-dessus, ça ajoute en fait de la contrainte en termes d'émissions environnementales. Il y a aussi tous les parkings à perméabiliser, donc il y a une vraie notion aussi d'enjeu environnemental, et c'est aussi pour ça que les ONG sont plutôt contre les extensions d'aéroports, parce que derrière des soi-disant déclarations de modernisation pour améliorer le confort des usagers de l'aéroport, il y a souvent aussi cette notion d'augmentation du trafic que vient d'ailleurs de citer le directeur de l'aéroport de Nice. Tout le monde est dans cette vision de faire cohabiter les enjeux environnementaux, mais avec toujours plus d'économie. Et Karima Deli le dit bien mieux que moi, mais on voit bien qu'à un moment, il y a quand même une incohérence. Après, j'ai aussi entendu qu'il ne fallait surtout pas prendre des décisions qui allaient peser, enfin, elles doivent être prises au niveau européen. On ne peut rien faire au niveau national. Les ONG, elles ont quand même obtenu, en fait, alors qu'on nous avait dit non, non, c'est pas possible, le fait qu'on limite les lignes qui sont à moins de 2h30, qui peuvent être équivalentes à des déplacements en train. Et donc, on a bien créé une jurisprudence qui a été reprise par la Commission européenne. Donc, si on est chaque fois en attente de ce que vont faire les autres, on entend aussi qu'en Belgique, à Amsterdam, ils font des choses. Et là, on a presque l'impression d'entendre que nous, on ne pourrait pas le faire au niveau national. Donc je ne vous cache pas que les ONG, elles, sont prêtes à transposer et à demander la transposition d'un certain nombre de normes.
Parce que, certes, on est au niveau européen, mais mettons, puisqu'on est à 10 ans, on peut très bien imaginer des objectifs chiffrés en disant que, voilà, à telle date, on n'acceptera plus tel type d'avion sur tel aéroport. Et là, on ne vise pas l'aéroport français, enfin les lignes françaises, hein, on vise tout le monde. On sait qu'à ce moment-là, donc, il y aura des objectifs et ça permet à chacun peut-être de s'y préparer. Après, bon, chacun dit, oui, il faut accompagner financièrement les mutations, le renouvellement des flottes. Je pense que les régions ont aussi un rôle peut-être à jouer, si ce n'est l'État. Il y a sûrement des modalités à envisager. Certes, j'ai bondi tout à l'heure quand on a dit que le carburant, les SAF, était 4 à 8 fois plus cher, parce que finalement, ces SAF, ils sont produits par Total et d'autres énergéticiens. Donc aujourd'hui, d'un côté, on détaxe le kérosène, donc évidemment, on crée l'écart par rapport à la réalité d'un coût de production. Donc quelque part, nous, on est plutôt pour retaxer, entre guillemets, un peu le kérosène, en disant que ces taxes peuvent être réorientées, soit sous forme de bonus-malus, par rapport à des compagnies qui pourraient être exemplaires, soit en tout cas, on ne va pas demander à l'État de subventionner Total parce qu'ils vendent un produit 4 fois plus cher, etc. Donc je pense qu'il y a une dimension à trouver. Personne n'est contre l'aérien, et là aujourd'hui, ce n'est pas le jugement de l'aérien qui est en cause. C'est juste qu'il faut le juste mode en fonction du trajet qu'on veut faire, en fonction de la distance. Et en effet, le rééquilibrage train-avion, il porte aussi sur le fait qu'il y a des taxes d'un côté, donc des prix de billets plus chers, et de l'autre côté, des prix de billets qui n'ont aucun sens. Il y a des compagnies qui vous vendent un billet à 20 € pour aller très loin. Quel est le sens finalement de la valeur de ce billet, compte tenu des émissions de polluants et des nuisances qu'il produit? Des conditions sociales. Voilà, et des conditions sociales. Donc je pense que quelque part, tous ces sujets-là, qui n'ont pas le temps d'être abordés peut-être aujourd'hui, mais doivent quand même aussi rentrer en ligne de compte. Merci Geneviève Laferrière, si vous souhaitez intervenir aussi, il n'y aura pas de problème. Faisons un petit tour du côté de Toulouse, faisons un petit tour même du côté de l'Occitanie, grande région. Vous prenez anciennement Midi-Pyrénées, après vous avez Languedoc-Roussillon, et bien vous avez l'Occitanie, voilà, qui réunit donc par aussi cette langue. Étienne Guyot, on est le préfet, il est aussi donc le préfet de Haute-Garonne, et homme tout à fait investi qui comprend parfaitement que dans la patrie effectivement d'Airbus et de l'aviation, on est très bon sur les tas de choses, mais c'est vrai que pour les histoires de concertation, les histoires de riverains, ça ne va pas forcément très très fort. Donc, exercice d'équilibrisme qui n'est jamais simple pour un préfet. Merci de votre présence. Et vous avez lancé l'atelier. Alors ça, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer là aussi de réunir un petit peu tout le monde et de calmer un peu le jeu? Alors déjà, merci beaucoup de cette invitation. Je voudrais remercier Gilles Leblanc et puis de l'initiative de ce colloque qui tombe à point nommé parce qu'on est en plein travaux et les acteurs toulousains qui sont présents dans la salle le savent. Moi j'aime bien le thème de votre colloque, gagner la confiance des territoires. On est sur un sujet de confiance. D'abord, c'est un sujet de plus en plus prégnant, s'agissant de l'implantation, de l'exploitation, de l'acceptabilité des équipements, et puis de l'autre côté, la territorialisation des politiques publiques. Donc, c'est tout à fait pertinent. L'état des lieux, Toulouse-Blagnac, il est représentatif de cette problématique. Il revêt un certain nombre de caractéristiques particulières. D'abord, c'est le 4e aéroport en région, quelques 10 millions de passagers en 2019, 100 000 mouvements, indispensable à la vie d'une agglomération. Si tu es loin de Paris, je rappelle qu'il n'y a pas de TGV. Donc je parlerai un peu de TGV parce que je me suis beaucoup investi sur ces sujets. Sur le également, et le TGV c'est pour 2032, on mettra donc 3h10 pour aller de Toulouse à Paris. Si tu es loin de Paris, loin des autres métropoles européennes, et sans alternative donc compétitive avec le rail. Il est inséré dans la ville, il est à 6 km du Capitole cet aéroport. Moi je peux vous dire, quand j'étais préfet du Gers il y a 17 ans, et que je venais prendre l'avion à Toulouse pour aller à Paris, en réunion, eh bien, l'urbanisation, elle n'était pas la même. On voit bien qu'on a un phénomène qui s'est accru dans un contexte très important d'augmentation de la population. Toulouse vient de dépasser les 500 000 habitants, la Haute-Garonne gagne 13 000 habitants par an, dont la majorité dans la métropole. On voit bien que les personnes, eh bien, il faut les loger, les transporter, les nourrir, leur trouver des équipements, etc. On a donc un sujet de pression démographique qui est fort.
un aéroport qui est dédié fret, commercial, et puis il a une spécificité, c'est que c'est l'aéroport industriel d'Airbus, à savoir notre champion international, qui est une fierté française, qui est une source à la fois de recherche, de technologie, d'emploi. Je dirais simplement en Occitanie, la filière aéronautique, c'est 90 000 emplois. Airbus à Toulouse, c'est 30 000 salariés. Ce sont donc des chiffres qui parlent énormément, et donc c'est un aéroport industriel qui joue son rôle et pour lequel l'industriel a besoin de s'en servir. Pour autant, on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation dans laquelle que j'ai trouvé en arrivant, à savoir d'abord une confrontation de plus en plus importante entre des points de vue, des attitudes, des demandes, des sujets de bruit, des sujets de santé, des sujets d'environnement, et puis des sujets de développement économique. On a parfois, moi j'ai fait le tour de tous les maires qui sont autour de l'aéroport. Je suis allé les voir sans tambour ni trompette pour parler avec eux. Ils me disent, mais c'est vrai, on peut avoir des sujets d'usance, pas partout, parce qu'on a des trajectoires, donc tout le monde n'est pas touché de la même manière. On peut avoir des sujets de nuisance, mais en même temps, on a aussi cette population qui parfois se plaint de nuisance et qui travaille aussi dans l'aéronautique. Donc on a des situations complexes, ça n'est pas simple. Moi, j'ai considéré qu'on ne pouvait pas se satisfaire de cette situation parce que le cadre réglementaire que l'on connaît, avec notamment la comitologie, les CCE, le PPBE, etc., je vais y revenir, l'étude d'impact selon l'approche équilibrée, tous ces dispositifs que l'on met en œuvre, que l'on va mettre en œuvre, parce que dans notre premier PPBE, on va arriver au deuxième, on aura l'étude d'impact selon l'approche équilibrée, mais le sujet de la plateforme aéroportuaire de Blagnac, c'est un sujet qui est non seulement d'environnement, de santé, de développement économique, de mobilité, d'emploi, sur un territoire qui dépasse très largement le stricto sensu territoire autour. Il a un impact métropolitain, régional et national. Et tous ces points de vue, il faut les prendre en considération et essayer de concilier des contradictoires. C'est l'essence même du métier de préfet. C'est ça. C'est pas toujours simple. Et donc, moi, j'ai souhaité que l'on puisse engager une démarche, d'abord une démarche d'une très grande honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, établir la conscience, ça veut dire qu'on met tout sur la table. Et j'ai souvent dit, et certains locuteurs qui sont là peuvent en attester, je n'ai pas de tabou. Ce que je veux simplement, c'est que les gens s'écoutent, les gens apprennent à se connaître, les gens dialoguent, des personnes, des organismes qui ne se connaissaient pas, et donc qui ne se parlaient pas, au cours de cette année d'atelier territoire, puisqu'on vient de terminer le 3e atelier, on est maintenant donc à la phase de préparation des conclusions, les personnes ne se parlaient pas. Moi, ce qui m'a été dit par les uns et par les autres, je ne me suis pas immixé dedans. J'ai été parfois conclure des séances, mais j'ai trouvé que c'était essentiel que les gens se parlent. C'est qui? Ce sont les associations, c'est l'industriel, ce sont les entreprises, ce sont les collectivités territoriales, c'est l'État dans ses différentes composantes, ce sont les organisations syndicales, représentatives de salariés qui ont participé. Ce sont toutes ces personnes, organisations qui se sont confrontées au bon sens du terme, avec des visites de terrain, des groupes de travail qui ont fonctionné, qui ont produit. Il y a eu un travail de qualité, sérieux. Moi, je veux vraiment saluer la démarche qui a été menée avec un très grand sérieux. Donc le pacte, pardonnez-moi, c'est quoi? Parce qu'on est en train de faire plus ou moins du gagnant-gagnant. Sur cette démarche, c'est ce que j'appelle aboutir à un pacte gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites un état des lieux, que cet état des lieux, vous le partagez, et que vous essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous l'acceptez, mais vous essayez de le comprendre. Et je pense qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits de part et d'autre pour essayer de se comprendre. Et lorsqu'ensuite vous arrivez à déterminer des orientations stratégiques, et les orientations stratégiques ont été définies, 3 orientations stratégiques, l'environnement, l'aménagement du territoire et le développement économique, avec 87, 89 ou 90 actions susceptibles d'être menées. Lorsque vous arrivez à cela, l'enjeu maintenant, c'est d'aboutir à un pacte. Et un pacte, c'est une discussion, c'est un accord, c'est une convention. Une convention, c'est chacun qui fait un bout de chemin. Chacun a exprimé son point de vue, chacun a essayé de comprendre ce que disait l'autre. Et pour arriver à un dispositif gagnant-gagnant, moi que je vois pour 25 ans, j'espère, eh bien, on fait chacun un bout de chemin. Donc moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce qu'est ce pacte.
parce que on vient de conclure le 3e atelier. L'ensemble des participants a jusqu'au 13 janvier pour faire part de ses observations sur le contenu du dernier atelier. Et ensuite, il y a un travail d'écriture. Est-ce qu'on pardonnez-moi, monsieur le préfet, est-ce qu'on a essayé aussi d'attraper des gens qui n'étaient pas, enfin directement, à la fois ils étaient concernés, on va dire, par les différentes nuisances, si je me mets du côté des riverains, mais qui a priori n'étaient pas forcément dans des réseaux donc, associatifs, etc. Donc, oui, absolument. Absolument. Moi, j'ai souhaité que l'on puisse chercher loin. Encore une fois, le pas de tabou, il concerne l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, donc, on a ce travail qui reste à mener. Moi, je mets beaucoup d'espoir, d'abord dans la responsabilité de chacun des acteurs, et ils ont montré, tous les acteurs, qu'ils étaient responsables et qu'ils prenaient la démarche extrêmement au sérieux. C'est une chance d'avoir cette démarche que m'a accordée Mme Pompili quand elle était ministre. Ça veut dire que pendant un an, on a fonctionné avec des experts qui ont apporté un point de vue extérieur, par des témoignages, par des visites, par des modes de réflexion qui permettent de dépasser les clivages, qui permettent d'essayer d'aller plus loin. C'était des gens qui ne se parlaient vraiment pas du tout avant. Oui, vraiment. Des gens qui s'ignoraient, qui ne se connaissaient pas. Moi, je peux vous dire que dans les groupes de travail, dans les visites d'entreprise, les gens se sont découverts. Et le fait de mettre dans un petit bus un certain nombre de personnes qui vont visiter un même site, qui va leur être présenté, c'est important de créer du lien. Après tout, on vit tous sur ce territoire. Et on a tous envie que ce territoire, il continue à la fois de prospérer, tout en gardant une qualité de vie. Et donc, cumuler, essayer de prendre en considération l'ensemble des enjeux en trouvant un bon équilibre, c'est essentiel. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que si on ne fait rien, dans 10 ans, on aura toujours les mêmes problèmes. Et donc, moi, ce qui m'importe dans cette affaire-là, d'abord, c'est qu'on mette en place les outils, c'est qu'on mette en place totalement les outils réglementaires qui ont été décidés. Le premier PPBE, le deuxième PPBE qui devrait être un chantier. Il y en a des outils déjà, on est bien d'accord, il y en a des outils qui n'ont pas été appliqués. On a des outils, on a un premier PPBE avec 29 mesures. Moi, l'enjeu pour moi, c'est que ces 29 mesures puissent avoir un tableau de bord et que chacun puisse suivre la mise en œuvre de ces mesures et qu'on soit transparent là-dessus. Il y a un deuxième PPBE qui arrivera à partir de 2024. Moi, j'avais annoncé une étude d'impact sur l'approche équilibrée, on l'amènera. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, on aura 2032, c'est l'arrivée du TGV Bordeaux-Toulouse. Donc là, impact sur les mouvements d'avion, c'est évident. Mais en même temps, Toulouse a besoin la métropole d'être reliée à un certain nombre de capitales européennes ou internationales, comme c'est le cas actuellement. Dans 10 ans, donc on aura un déplacement de toute façon de business qui on aura un déplacement et l'effet TGV sera absolument déterminant. Ben oui. On aura le ZAN qui va continuer de monter en puissance, on va jusqu'en 2050. C'est très important. Si on dit qu'il faut faire attention à l'urbanisation ou aux équipements, ça veut dire que tous les acteurs doivent se considérer comme des acteurs de l'aménagement du territoire. C'est prendre ça en considération. Dans 10 ans, les recherches sur l'avion vert auront avancé, je ne dis pas abouti, avancé sur l'avion décarboné. Je sais qu'il y a des échéances 2035, 2050. Il y aura eu des modernisations de flotte. J'espère qu'on aura un schéma des aéroports aussi en Occitanie, parce que la complémentarité entre les aéroports, c'est un vrai sujet. C'est très important. Vous avez un aéroport à Carcassonne, vous avez Pau, vous avez Tarbes, vous avez toute une série d'avenues, vous avez toute une série de villes qui peuvent jouer un rôle de complémentarité. Donc dans 10 ans, on aura ça. Mais pour autant, il faut que l'on mette en place l'ensemble des démarches lancées et le faire de façon extrêmement volontaire, rigoureuse. C'est très exigeant cette démarche. Non seulement la démarche qui a été menée est exigeante, et chacun a joué le jeu, mais la suite, si on arrive bien à avoir un pacte gagnant-gagnant, un pacte, c'est pas forcément du jour au lendemain tout de suite, ça peut être dans le temps. Ça veut dire qu'il faut une gouvernance qui pilote ce dispositif. Il faut être clair avec les gens. Il ne faut pas les entourlouper. On met sur la table, mais chacun accepte de faire un bout de chemin pour qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a d'autres préfets de région qui font ça aussi, ou bien vous êtes le seul Je suis un peu embarrassé pour vous répondre. Malheureusement, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Parce que vous n'avez pas 0,6 des autres? Non, parce que je plaisante. Je me permets de en tout cas... Non, mais a priori, vous n'êtes pas nombreux. Je ne pense pas qu'on soit nombreux. Voilà, c'est ça, on va répondre comme ça. C'est depuis l'heure vous adore. Merci beaucoup, Étienne Guillot. Anne Rigaille, avec nous, directrice générale d'Air France. Donc, là aussi, on a
beaux fabricants d'avions, mais on a aussi une belle compagnie. Donc, Air France, avec peut-être aussi, donc là on va se projeter donc, à 10 ans, donc pour vous, avec peut-être des éléments de contexte pour le dialogue avec les riverains. Alors bien sûr on parle d'aujourd'hui, mais pour essayer de se projeter donc aussi à 10 ans. Quels éléments pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît? Alors effectivement, je crois que ces sujets, on en parle depuis longtemps, mais il y a eu un vrai déclic en 2019, et puis le Covid a tout accéléré. Pour qu'on prenne des engagements qui ne soient pas des engagements à 2050, ça parle à personne, mais dans des engagements effectivement plutôt à 2030. Donc nous, on s'est engagé à 2030, alors c'est un peu techno, à dire on réduira de 30% nos émissions par passager kilomètre d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence de 2019. Alors ça paraît simple à dire, c'est un engagement qu'on vient de faire valider par l'organisme Science Based Targets, ça veut dire qu'on suit, je dirais, les trajectoires validées par les scientifiques. Et c'est un sacré challenge, c'est un peu un saut dans le vide sur certaines hypothèses, puisqu'on ne peut pas attendre les avions décarbonés qui arriveront en 2035-2050. Donc il faut le faire avec les leviers à notre disposition. On en a 4 de manière macro, la flotte, les SAF, les carburants durables, les mesures opérationnelles et l'intermodalité. Alors si je vais un petit peu vite, sur la flotte, on a, avec Ben Smith, décidé d'un renouvellement accéléré à partir de 2019. Le Covid en a remis une couche, puisque tous nos produits réacteurs, les 340 et les 380, leur dernier vol, il s'est fait le 12 mars 2020, au Covid, et ils sont sortis de flotte finalement plus vite, ça tombe bien parce que c'était pas les moins bruyants d'ailleurs. Et puis depuis, on a prévu de renouveler une flotte qui était assez ancienne, 7% seulement d'avions de nouvelle génération en 2021, et de passer à 70% en 2030. Et en fait, on a commandé 38 Airbus 350 et 60 Airbus 220 qu'on va recevoir d'ici à 2025. On en a déjà reçu d'ailleurs une vingtaine d'A350, 20 et 18 A220. L'intérêt, il est double ou triple. C'est qu'effectivement, ces avions, ils émettent moins de CO2, moins 20% pour un 220, moins 25% pour un 350, mais ils décroissent encore plus les émissions sonores. Par rapport à notre flotte, en moyen courrier, un 220, c'est moins 34% d'émissions sonores, et un 350, c'est moins 40%. Chez Transavia, qui a une flotte de 737 qui ne sont pas les moins bruyants, pour habiter en Essonne et en avoir quelques-uns qui passent de temps en temps sur ma tête et je prends Flight Radar et je me dis c'est quoi cet avion, clairement ils vont passer en 320 Neo, et le 320 Neo c'est effectivement 50% de décroissance des émissions, des émissions sonores. Donc ça a un impact effectivement sonore important. Et alors ceux que vous sortez, ils sont cyclés, qu'est-ce qu'ils deviennent, enfin, Oui, ils sont cyclés, absolument. Soit on les revend, parce qu'effectivement certains ont des valeurs marché. Certains comme le 380, il n'a pas de valeur marché, et il se fait effectivement désosser et les matières sont réutilisées. Je crois qu'on essaie de réutiliser également les matériaux composites qui sont un petit peu difficiles à revaloriser. Il y a des filières de revalorisation qui se montent. On y arrivera. Les mesures opérationnelles. Les mesures opérationnelles, alors peut-être le SAF, parce qu'on en a parlé un tout petit peu. Le SAF, c'est effectivement le deuxième levier qui deviendra le premier levier pour les émissions de CO2. Aujourd'hui, les standards d'incorporation obligatoires, c'est 5 à 6% à l'horizon 2030. Ce qu'on voit, nous, c'est que si on veut suivre une trajectoire compatible avec l'accord de Paris, c'est pas 5% qu'il faut à 2030, mais 10%. Et du coup, on a commencé à acheter des SAF, alors on en prend où on en trouve. Donc on en a acheté à certains providers aux États-Unis, on en a acheté un peu à Total, voilà, parce que, comme disait Pascal, il n'y en a pas énormément. Donc on ne peut pas tellement faire la fine bouche, on adorerait faire la fine bouche, vraiment. Et très clairement, les SAF, on a sécurisé 2,4 millions de tonnes cette année, là, tout récemment, ce qui représente un tiers de nos besoins d'ici à 2030. Et l'enjeu, comme je disais, c'est un saut dans le vide. Cette trajectoire, c'est justement la capacité de trouver ces carburants durables qui répondent à toutes les contraintes, et je le dis positivement, que met l'Europe sur la non-compétition avec l'agricole, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout aux États-Unis qu'on investit. Les procédures opérationnelles, je crois que nos pilotes, déjà on participe à pas mal de comitologie, et moi je le dis très positivement, parce que par exemple, dans le passé, on a installé des kits anti-bruit et des déflecteurs sur toute notre flotte moyen courrier, parce que
ont participé au CCE, au CCAR, et donc il y a eu quand même des décisions qui étaient issues du dialogue avec les riverains. Donc je crois que ça a beaucoup de vertus. Quand vous faites rouler les A350 par exemple, là, comment ça se passe là aussi dans les mesures Alors au sol, très clairement, bon, l'APU, comme disait Franck, je dirais que c'est quelque chose qui est derrière nous, il faut toujours optimiser, mais c'est totalement rentré dans les mœurs. Quand on voit un avion avec un APU allumé, c'est une aberration pour nous quand il est au point. La grande majorité des roulages au départ et à l'arrivée se font sur un moteur un seul moteur. Ce n'était pas du tout le cas il y a 3 ans. Donc ça a beaucoup changé, donc c'est la grande majorité. Et puis, effectivement, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est partout où on le peut, des prises d'attitude rapides pour effectivement une nuisance la moins... Des descentes continues. Donc dans tous les aéroports mondiaux où c'est possible, on fait des descentes continues. On est ravis de pouvoir le faire rapidement, effectivement, par exemple à Orly. Et puis, il y a les positions de volée, le moment où on sort le train d'atterrissage en fonction des performances de l'avion. Donc il y a un vrai engagement et une vraie fierté des équipages d'essayer effectivement de réduire au maximum l'ensemble de ces nuisances. Dans les nuisances aussi, là c'est tout à fait intéressant parce qu'il y avait un réseau de riverains très attentifs et qui vous suivent et qui suivent aussi donc, toutes les compagnies. Il y a eu un sifflement sur une famille donc, de vos appareils. Et donc vous avez réussi effectivement alors là c'est quoi, c'est avec Airbus que vous avez réussi à limiter. Alors là je vais appeler un ami ou vous promettre de vous donner la réponse après sur le sifflement. Franck a l'air de connaître. Il y a eu des déflecteurs après qui ont été posés. Oui. C'était sur les... Vas-y Franck. C'était en CCE justement de discussion avec les riverains sur Roissy et sur Orly, où effectivement, grâce aux remontées des riverains, on a su qu'il y avait une série d'A320 à qui il manquait un déflecteur et qui faisait du sifflement. Et Air France a été la première compagnie à décider d'engager ces réparations pour annihiler ce sifflement. Bon, on espère, ça ne s'inquiète pas pour Airbus, mais on espère qu'effectivement que les autres compagnies donc, ont fait la même chose, si c'est peut-être pas gagné, d'accord. Alors, sinon aussi intéressant, votre stratégie entre le train et l'avion, parce que ça on en a parlé déjà plusieurs fois, mais là ça monte quand même gentiment en puissance. Ça monte sérieusement en puissance, c'est pas nouveau, ça fait 25 ans qu'on a un partenariat avec la SNCF et qu'on fait des correspondances train-air. Ce qui est nouveau, c'est que là aussi, depuis le 12 mars ou le 16 mars 2020, on a arrêté un certain nombre de lignes quand on avait une desserte, c'est pas partout effectivement, en train à moins de 2h30, donc c'était Orly-Bordeaux, Orly-Nantes et Orly-Lyon. Et puis, depuis mai 2020, tous les mois, on a un comité directeur avec les équipes SNCF pour voir comment améliorer les correspondances train-air. Donc amélioration sur comment un client achète un billet, que ce soit pas la jungle, que ce soit facile, que s'il y a une irrégularité, on le prenne en charge. Donc on travaille là-dessus, on rajoute des lignes aussi dans cette logique de correspondance. On avait 33 routes, on va en rajouter une dizaine en début de cette année. Et l'idée, c'est une amélioration continue. On travaille aussi avec Aéroport de Paris pour que ce ne soit pas une épreuve de force de faire une correspondance avec un bagage quand on arrive à Roissy entre le train et l'avion. Donc il faudra effectivement l'intégrer dans le design des infrastructures. Mais il y a beaucoup à faire et on voit que c'est une tendance mondiale. Lufthansa le fait avec Deutsche Bahn, ça se fait aussi en Hollande. Et clairement, il ne faut pas qu'on soit en retard d'un train ou d'un avion là-dessus. Alors, évolution évidemment entre les vols domestiques et l'international, on en a déjà parlé, on se dit bien effectivement que ça va quand même beaucoup bouger, les perspectives d'évolution donc du trafic aussi. Dans votre actualité, quand même, là, une cible qui a été validée, qui est très intéressante, là, à l'horizon d'ici 2030, donc vous disiez moins 30%, mais donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de compensation dans votre affaire. Non, il n'y a pas de compensation, puisque si c'est validé par Science Based Target, c'est hors compensation. Voilà. Et donc c'est grâce à ces leviers essentiellement, et avec une incorporation de SAF qui est au moins de 10%, ce qui suppose, on l'a beaucoup dit, mais c'est le nerf de la guerre, de faire émerger une filière européenne. On voit les Américains qui mettent des incentives incroyables sur la production du SAF. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de l'acheter aux États-Unis. Il faut absolument qu'on soit capable de le faire en Europe. Geneviève Laferrière, je ne sais pas, peut-être un petit mot, non, vous êtes pas spécialement sur ce qu'a dit Adrien, mais c'est par rapport à l'ensemble. Non,
non, moi je partage le fait que les 4 leviers sont importants aussi, et c'est vrai que je pense que Air France montre la voie à d'autres compagnies, et c'est important aussi quand on a une grosse compagnie comme ça, avec beaucoup de vols. Je pense que c'est important qu'on arrive à montrer que c'est possible et qu'on continue dans cette voie. Voilà. Et je voulais du coup juste rebondir pour un autre sujet, c'est qu'on parle beaucoup du coup des aéroports à CNUSE puisqu'on est à la CNUSA, et puis par contre il y a tous les autres. Et je pense que la difficulté aussi, c'est que ce soit des aéroclubs, des aéroports d'affaires, des choses comme ça, il y a aussi matière à montrer qu'il y a des bonnes pratiques. Et là, je me tourne plutôt vers les compagnies qui peuvent peut-être elles aussi finalement être fer de lance sur ces sujets-là. Chantal, très vite. Pardon, Chantal Pierre de Normandie. Pardonnez-moi. Je crois que c'est Daniel, oui. Vous me le faites rapide. Juste, Monsieur le Préfet, merci d'avoir mis en place les ateliers du territoire. C'était une très bonne idée, ça l'est toujours. Et au bout de 9 mois, je peux vous dire qu'on a bien dialogué. Par contre, les engagements qui sont en train de naître, j'ai vraiment l'impression qu'on va accoucher d'une souris. Donc, il faut absolument qu'il y ait des objectifs chiffrés dans ce qu'on va nous proposer, et ça n'existe pas. Il ne faut pas qu'il y ait des mots tabous, et vous avez dit pas de tabou, il faut que le mot couvre-feu apparaisse là-dedans. Et enfin qu'on ait des objectifs aussi en termes de croissance sur l'aéroport de Toulouse-Bagnac, qui actuellement a grosso modo 100 000 mouvements. Est-ce qu'on fait, on dit ah ben c'est déjà trop? Est-ce qu'on dit on stagne? Est-ce qu'on dit on va à 200 000? Il faut absolument que dans ces ateliers du territoire qui projettent à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, eh bien, on puisse savoir à quelle sauce on va être croqués, nous, riverains d'aéroport. Donc, les ateliers du territoire, c'est une bonne idée, mais attention à ce que ce ne soit pas dévoyé. Monsieur le préfet, c'est pas facile d'être préfet. Non, c'est ce que l'on disait, effectivement, et vous confirme. Ça me fait plaisir que vous le disiez. Voilà, c'est une espèce de soutien là, qui est là et qui est formidable. Juste un petit mot, je vous en prie aussi, donc, pardonnez-moi, je vous cherchais, donc Robert Reda, donc député de l'Essonne, pardonnez-moi, donc, et aussi président du Conseil national du bruit. Voilà, là c'est très bon. Donc vous êtes au cœur absolument du sujet, je vous en prie. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai participé qu'à la moitié du colloque, mais c'est effectivement un sujet, et Marie Guévenoux le rappelait tout à l'heure, que l'on suit beaucoup lorsqu'on est élu de zone aéroportuaire comme moi, puisque je suis élu du territoire sud de l'aéroport d'Orly, et que par ailleurs j'ai la chance d'avoir un territoire qui est traversé par de nombreuses problématiques de bruit. C'est un sujet sur lequel je me penche depuis plusieurs années. Du bruit ferroviaire, du bruit routier, et puis du bruit de la vie de tous les jours. Et effectivement, j'ai été désigné au nom de l'Assemblée nationale comme nouveau président du Conseil national du bruit, qui est donc une instance consultative auprès du ministre de l'Environnement, qui ne s'occupe pas que des nuisances aériennes. Ce n'est pas le CNBA, c'est bien le CNB. Et donc à ce titre, effectivement, les problématiques sont multiples, et le Conseil national du bruit s'intéresse de près à tout ce qui peut générer une problématique dans la vie des Français au quotidien. Et je rappelle que les nuisances sonores, dont on parle beaucoup, ont été reconnues officiellement comme des pollutions sonores par la loi d'orientation des mobilités. Et donc nous parlons bien d'une pollution qui, au même titre, et j'y tiens beaucoup, j'ai vu d'ailleurs Olivier Blond qui m'a succédé à la présidence de Bruit Barif, qui est l'Observatoire du bruit en Ile-de-France, on tient beaucoup les acteurs du bruit à faire reconnaître cette pollution-là, au même titre qu'on l'a fait pendant des années pour la pollution de l'air. Et ça tombe bien, puisque quand on parle des nuisances aériennes, on est au carrefour de ces problématiques. Alors, on aborde ces problématiques, et je voudrais vraiment appuyer ce que de nombreux acteurs ont dit tout l'après-midi. On appuie ces problématiques dans un équilibre entre le développement économique, le développement de la vie tout court, et le développement durable. Et évidemment, c'est un équilibre qui est complexe et qui est au cœur des problématiques environnementales. Concrètement, quel aspect ça prend? Nous, on essaye de porter ce droit à un environnement sain pour les Français. Alors, le droit à un environnement sain, c'est évidemment pas, en tout cas à mes yeux, et selon ce en quoi je crois, mais je pense que c'est partagé par de nombreux acteurs, c'est pas la décroissance, c'est pas le confinement perpétuel, et même si certains ont découvert un certain calme et une certaine sérénité lorsque nous avons eu à connaître malheureusement des conséquences de la crise sanitaire pendant l'année 2020,
évidemment, on savait tous que peut-être ce paradis de calme, pour certains, n'était pas viable économiquement, socialement, à long terme. Et donc, très concrètement, le Conseil national du bruit, et pour ma part, comme Marie en Essonne ou d'autres élus, le colloque est placé sous le patronage de Naïma aussi, dans le Val d'Oise, évidemment, il y a des problématiques. Et en tant que président du CNB, je découvre plein de problématiques de bruit partout en France. Je fais le tour le Tour de France du bruit. On va se limiter France, le Tour de France du bruit, et il y a des problématiques partout. Mais c'est vrai que ce qui a été cité dans la concertation, dans l'objectivation des données, et moi j'invite, c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a la chance d'avoir Bruit Paris fait un bon réseau d'analyse et de captation de données pour objectiver, pour mesurer le bruit. On peut faire mieux, je pense d'ailleurs, sur le bruit aérien, je sais que les secteurs y sont sensibles, mais l'objectivation des données qui permet ensuite le dialogue avec les riverains, les acteurs, les associations, et d'essayer de trouver des solutions à court terme et sur le long terme, c'est évidemment la bonne solution, mais ça vient de la bonne volonté aussi des uns et des autres, et c'est ce que j'ai entendu, Monsieur le Président Leblanc, cet après-midi dans ce colloque. Merci. Merci beaucoup, Ropareda. C'est le moment de la clôture. Une femme qui a pris évidemment pas mal de notes, c'est Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du développement, du débat public. Non, parce que comme c'est le ministre de l'Environnement, etc. Voilà, donc tout va bien. Donc là, c'est président de la Commission nationale du débat public. Et donc il connaît bien tous ces sujets avec les riverains sur plein d'autres thèmes. Et donc je vous en prie, chère Chantal, rejoignez-nous. Après ce sera Gilles Leblanc. Moi je vais me permettre de vous présenter les excuses parce que je vais partir à Toulouse. Et je ne vais même pas prendre l'avion parce que je prenne un train, parce que j'ai mon dernier que l'avion ne me permettait pas. Donc je vais éclipser malheureusement pour la clôture, mais je voulais vous remercier donc, les uns et les autres. Pardon à Chantal, enfin, on se connaît, donc on a pas bien compris cette affaire-là. Et voilà, donc je serai demain matin avec d'ailleurs, je pense, c'est tout à fait le hasard.